Bonjour, bienvenue dans notre podcast sur les acteurs de l'innovation et aujourd'hui un grand plaisir d'accueillir Jean-Marie Buchelli. On se connaît depuis presque 30 ans, on a fait nos études ensemble, on a travaillé ensemble et vraiment sincèrement c'est un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Pour commencer cette interview, ça serait je pense intéressant pour que tu nous rappelles en tout cas ton parcours, même si j'en connais un bon bout, mais d'expliquer à notre public ce parcours assez original que tu as. Merci Antoine pour l'invitation, c'est super d'être là aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. Mon parcours, il est assez diversifié au final. On s'est rencontrés à l'EPFL, microtechnique, on a terminé en 2001 tous les deux. Toi, tu as suivi ton chemin avec Fiveco déjà. Moi, je suis parti dans une start-up qui s'appelait Sinova. On faisait de la découpe laser, j'ai officié comme ingénieur d'application. Donc c'était assez chouette, premier job, j'ai pu voyager, j'ai découvert pas mal de choses, c'était bien, c'est start-up pour le début. Et puis ensuite j'ai rejoint Fisher Connectors. Alors là j'ai fait un long bout, j'ai fait 17 ans chez Fisher Connectors, avec 3 phases. Donc la première c'était chef de projet, en mode un peu autodidacte. Je me suis formé, j'ai appris, j'ai exploré, on a développé des produits. Ensuite j'ai pris un rôle de manager des développements des nouveaux produits. Quelques années aussi à explorer un peu la facette du management, à gérer une équipe de développement. Très cool aussi. Et puis ça s'est terminé par la troisième phase. Et c'est là où on a le plus collaboré, je dirais, hein, par la suite, où j'ai vraiment pris le lead sur une équipe d'innovation. Et après, sauf erreur, donc tu quittes Fisher Connector et tu vas diriger l'équipe, ce que tu fais d'ailleurs aujourd'hui, l'équipe d'innovation du service des eaux de la ville de Lausanne. Exact. Alors, il y a le titre innovation et puis c'est très présent, mais c'est vrai que le titre exact, c'est innovation et relations clients. C'est intéressant d'ailleurs d'avoir mis les deux ensemble. Oui. Je trouve assez intéressant. Ça dit bien des choses sur l'innovation. Et puis c'est là où je suis depuis à peu près 2 ans et demi maintenant. Et Mhm. c'est un changement ouais, radical. Enfin, on passe du privé au public, un domaine très technologique avec des microtechniciens. Là, je rejoins des ingénieurs en sciences de l'environnement et en génie civil. Donc c'est très radical, comme ouais, il y a une rupture. Elle est très intéressante. Ouais. Ah, écoute, pour commencer cette interview, une question que je veux tout de suite poser pour, on va dire, fixer le cadre. Ta vision de l'innovation, tu as fait beaucoup de projets que je considère vraiment liés clairement à l'innovation, mais ta propre définition de l'innovation aujourd'hui. Alors, la question, elle est hyper intéressante parce qu'on nous la pose tout le temps. Tout le monde veut savoir c'est quoi l'innovation. Et puis, bah, évidemment, il y a pas de bonne réponse, mais la mienne, celle qui me correspond le plus, et puis j'ai eu le temps de la travailler, c'est unlikely connections. Alors, en français dans le texte, connexion improbable. Mhm. Euh, Ça revient à quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est que on voit que dans le monde de l'entreprise, dans les organisations, on valorise beaucoup les experts et donc les silos verticaux. Mhm. Et puis, moi, j'ai la conviction que ma valeur ajoutée, elle n'est pas là. Elle est plutôt dans la transversalité, donc l'horizontalité, et puis la connexion de domaines. Deux domaines qui, a priori, n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais il fallait créer la rencontre. Et puis, c'est un petit côté innovateur, c'est un petit côté entremetteur. Mhm. Je fais se rencontrer deux domaines et puis je regarde s'il peut en jaillir quelque chose. Moi, j'aime bien cette définition-là. Ouais, ouais, je la partage, je la trouve très pertinente. En complément, tu as fait quelque chose chez Fisher qui est assez, je trouve assez, comment on va dire ça, assez générateur de cohésion pour une équipe. Tu as créé un concours au sein de Fisher. J'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus parce que je pense que c'était une aventure passionnante. Ouais, c'est vrai, c'était vraiment un point d'orgue de tout mon passage chez Fisher. Euh, on a commencé l'innovation au sein de Fisher avec de l'innovation participative. Donc, il n'y avait pas de lab d'innovation, d'équipe d'innovation. On a commencé par le participatif. Donc, on s'est dit, ouais, on va créer un programme et puis tout un chacun dans l'entreprise pourra innover ou en tout cas contribuer avec des outils, avec des coachs et ainsi de suite. Puis ça, on l'a fait sur la durée. C'est-à-dire qu'on pouvait innover enfin, faire des propositions sur tout type de sujet en tout temps. C'était assez intéressant, mais à un moment donné, ça s'essouffle, ce genre d'initiative. Parce qu'il faut le faire durer les mois, les années. On sent bien qu'on ne peut pas garder le même entrain. Donc, à un moment donné, ce qu'on s'est dit, on va faire un truc un peu one-shot, un événement qu'on a appelé le Blue Lab Challenge, puisque le laboratoire d'innovation participative s'appelait le Blue Lab. Donc, on a fait le Blue Lab Challenge. Et puis, on a dit, ça va être timé, donc on va avoir 4 semaines, on va avoir un sujet, une question,
Et puis les équipes vont devoir répondre à cette question, faire des propositions, c'est 4 semaines à fond, en plus de leur boulot, donc il fallait qu'ils se débrouillent pour travailler un peu en off, pendant les pauses de midi, quand ils voulaient. Et puis la question, elle était assez intéressante la question, parce qu'elle se voulait hyper générale aussi, c'était comment on passe du besoin du client, donc on identifie un besoin client, le tout début de quelque chose qui peut être une innovation, jusqu'à la livraison d'un premier prototype dans les mains du client pour qu'il puisse se rendre compte que c'est ou c'est pas la réponse à sa question. Et ça, on leur a demandé de faire quelque chose comme ça en 5 jours. On a dit, si vous arrivez en 5 jours, c'est assez top. Et ça a créé une très très forte émulation. Et je pense que cet événement de 4 semaines, pour lesquels aussi le jury était des externes, hein, des entrepreneurs qui venaient de l'extérieur. Il ne fallait pas que ce soit Fisher qui juge lui-même la solution, ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc il fallait qu'on se soumette à un jury extérieur. Ces 4 semaines pour les gens, ça a été, je dirais, autant impactant que plusieurs mois, voire plusieurs années de Blue Lab. Donc les gens sont repartis avec quelque chose de fort et en matière de culture et d'état d'esprit, ça a beaucoup changé les choses. Ouais. Et sauf erreur, dis-moi si je me trompe, mais il y avait dans ces équipes qui se sont formées, il y avait autant, ça pouvait être des secrétaires, des ingénieurs, que des gens qui étaient sur les chaînes de production. Donc il y avait vraiment un réel mélange dans les équipes. Hein. En fait, ils ne pouvaient pas réussir si 5 ingénieurs se mettaient ensemble. Parce qu'il leur manquait toute une facette de l'histoire. On avait fait un challenge qui disait de l'identification du besoin jusqu'à la livraison. Donc il y avait de la logistique, il fallait des achats, il fallait de la prod, il fallait tout. Il fallait des ingénieurs, il fallait de la R&D, de la technique, mais pas que. Donc c'est les équipes pluridisciplinaires qui ont été les plus performantes dans le truc. Et les résultats, sans rentrer dans les détails, dans toute objectivité, tu as été étonné des résultats, tu t'attendais pas à ça, tu dis ah bah oui en fait c'est ton niveau de satisfaction sur les résultats. Les résultats, on peut les juger de différentes manières. D'un point de vue de l'engagement, puis de l'évolution de l'état d'esprit chez les gens, c'était magnifique. C'est-à-dire qu'on a vu des gens qui ont appris à penser un peu différemment, à raisonner un peu plus large. En termes de résultats purs et durs, on n'en attendait pas non plus des miracles. Il y a 2-3 trucs intéressants qui sont sortis. Je pense que ça nous a inspiré un peu, mais l'iPhone n'est pas sorti de là-bas. mais la culture et puis le mindset, oui, ça c'est clair. Ah, excellent. En tout cas, félicitations pour cette organisation. Une autre question que je voulais te poser depuis longtemps, en fait, au sein de Fisher Connector, tu as lancé ce lab d'innovation. Vous étiez une toute petite équipe. Selon toi, qu'est-ce qui fait que quand on crée ce genre d'unité, donc un peu indépendante, c'est Innovation Lab, qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'on a mis toutes les chances de son côté pour que ça soit vraiment une réussite? Je saurais pas dire exactement qu'est-ce qui fait que c'est une réussite, mais je peux répondre un peu différemment. Je peux dire qu'est-ce qui a été compliqué pour nous. Et ça va un peu dans le sens. Donc ce qui a été compliqué pour nous, c'était la première chose, vu que c'était un lab d'innovation, ça offre une page blanche. Alors il y a des gens à qui ça convient bien, il y a des gens à qui ça convient moins bien. Moi je trouve ça intéressant, mais n'empêche qu'on est confronté à une question assez fondamentale, c'est qu'est-ce que l'organisation attend de nous? Ok, on crée un lab d'innovation, mais vous allez faire quoi? Puis vous voulez innover sur quoi? Puis c'est quoi l'ambition? Et puis ça, c'était compliqué. Donc il fallait qu'on pose des questions parce que finalement, faut être honnête, personne ne savait réellement. Donc à nous d'aller poser des questions et puis de se créer un cadre. Parce qu'on a beau être créatif, à un moment donné, il faut quand même évoluer dans quelque chose. Ça, c'était, je dirais, la première difficulté. Et puis la deuxième, peut-être parce qu'on venait de la R&D, que les gens qu'on a mis dans ce lab venaient de la R&D, on a aussi dû trouver notre place dans l'organisation. Parce que la R&D, elle avait un cadre qui était défini depuis belle lurette. Ça fait plus de 65 ans que Fisher fait des connecteurs. Ils savent le faire, les méthodes de développement sont connues. Et puis nous, on arrivait avec des méthodes un peu différentes. C'est-à-dire qu'on défocalisait l'attention de la solution technique pure et simple. Et puis on se focalisait sur le besoin. Et puis on réfléchissait un peu différemment, posait des questions différentes, qui n'étaient pas forcément des questions d'ingénieurs, pas tout le temps. Mais à un moment donné, on en avait besoin, il fallait résoudre la problématique. Mais on a créé ça a créé des mécompréhensions, je dirais, des difficultés de communication. Mais comme on était au sein de l'organisation et on n'était pas un lab, si tu veux, qui était indépendant, qui était déporté, par exemple, on aurait pu avoir nos locaux à l'EPFL, mais ce n'était pas le cas, eh bien on avait la chance d'être au contact. Et ça, c'était probablement quelque chose qui était bénéfique, de pouvoir constamment échanger avec les équipes et puis finalement nous s'imprégner de ce qu'ils faisaient et diffuser un petit peu de notre état d'esprit directement dans la R&D.
En tout cas, ce qui est intéressant c'est d'ailleurs là qu'on a on a travaillé ensemble. On peut en parler puisque le projet a été communiqué, mais la version optique du LP 360, c'était une aventure incroyable, avec plein de défis qui ont été surmontés par nos deux équipes réciproques et une aventure humaine, en tout cas mémorable ici pour mon équipe. Merci beaucoup. Maintenant, tu travailles dans le domaine public, hein, on a dit responsable d'innovation au service des eaux de la ville de Lausanne. Euh, Évidemment, je dois te poser cette question. Tu es passé du domaine privé au domaine public. Comment l'innovation est gérée dans la partie, dans ce nouveau job que tu fais aujourd'hui? Depuis 2 ans, hein, c'est juste? Un peu plus de 2 ans et demi, ouais. La question, elle est intéressante. Je me suis posée moi-même en y allant. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que c'est l'innovation dans le domaine public? Qu'est-ce que c'est l'innovation dans le monde de l'eau? Mhm. Et puis en fait, j'ai découvert que, le monde de l'eau est hyper innovant intrinsèquement. Il y a énormément de choses qui se font. Enfin, le monde de l'eau intègre les nouvelles technologies, les utilise, on a trouvé des usages qui sont cohérents. Et ça, c'est assez génial. Donc, je suis arrivé dans un écosystème qui innovait. Pas forcément toujours en utilisant le terme, mais n'empêche Et puis, il le faisait. que dans les faits, c'était là. Des fois, moi, on en parle. Donc voilà. Et puis aussi, si tu veux, d'autres idées reçues que j'ai pu assez rapidement casser, c'est que ça peut aller vite. Le domaine public, c'est pas forcément lent. Et puis, il y a du financement. Alors, particulièrement peut-être dans l'eau, où il y a des taxes dédiées. Et puis, c'est un domaine quasi autofinancé, donc c'est presque une petite entreprise dans l'entreprise. Puis le point commun avec l'innovation dans le privé et chez Fisher, c'est que dans les deux cas, il faut passer du temps à identifier le besoin. Parce qu'on peut se perdre assez vite dans des délires technologiques, mais ça, dans les deux cas, ça ne fonctionne pas. Et dans le domaine de l'eau, pour te donner un exemple, une des problématiques qu'on traite actuellement, sur lesquelles on se pose des questions, c'est la télérelève. Donc le smart metering, alors bon, c'est connu, hein, c'est pas nouveau la télérelève, beaucoup de gens le font, mais la vraie question c'est pourquoi? Et avec quelle valeur? Et avec quelle valeur pour qui? Parce que dépenser de l'argent, ça, on peut le faire, mais pourquoi on le dépense? Et puis, quel est le modèle économique derrière? Et l'innovation, on l'a mentionné avant, c'est pas que technique. Donc c'est aussi potentiellement le modèle économique. Et quand on discute avec les autres distributeurs d'autres villes, on leur pose la question, mais pourquoi est-ce que vous avez développé la télérelève? Et puis comment vous la financez? Et pourquoi il n'est pas toujours très clair? Et puis le financement, bon, on joue avec les taxes. Mais il y a moyen de faire différemment probablement, hein. On peut être plus créatif sur le modèle économique pour que ça ait peut-être plus de valeur. Donc il y a toute une réflexion là autour qui est assez intéressante, qui n'est pas que technique. Non, mais ce qui est en tout cas flagrant, c'est que quand on parle, on sent que tu as la même passion que tu avais chez Fisher ou même chez Sinova à l'époque, quoi. Maintenant, si on prend toute ta carrière professionnelle, un peu plus bientôt 25 ans, que tu peux nous donner un détail d'un projet où tu dis vraiment ça c'était un réel défi, vraiment c'était un défi technologique et quand on a commencé, waouh, il y avait du défi. Le contexte, alors ça va être chez Fisher, hein, parce que c'est quand même là que j'ai fait la majeure partie de mon temps, et puis c'était très, très technologique dans l'idée. Euh, Globalement, il y avait deux contraintes qui se télescopaient tout le temps, mais du début jusqu'à la fin, donc pendant 17 ans. C'était la combinaison de la densification du nombre de contacts, donc connecteur électrique, prise avec un certain nombre de contacts, le maximum dans le plus petit volume possible idéalement, et puis la volonté de transmettre un max de données à une très haute vitesse. Et puis ça a toujours été, et puis je crois que les connecticiens, ils sont confrontés, y étaient confrontés et vont y être confrontés encore demain. Et ça, on a toujours essayé de poursuivre cette espèce de challenge. Et avec alors soit on reste dans l'amélioration et puis on diminue un petit peu le diamètre du contact métallique et puis on en met un peu plus et puis on finit par avoir quelque chose de très fragile, de pas très fiable et puis on s'en sort pas bien. Soit on commence à regarder du côté d'autres technologies pour essayer de trouver des technologies. Et là je reviens un peu à la définition de l'innovation avant, qui sont pas forcément utilisées dans le monde de la connectique directement, mais qui pourraient peut-être être transposées et donner un avantage de ce point de vue-là. Alors il y a plusieurs projets qui ont mené à ça. Il y a celui que tu as mentionné avant, de connecteurs optiques rotatifs, mais il y en a d'autres. On a travaillé avec une technologie qui s'appelait le MID-LDS, qui visait à transformer des contacts mécaniques. Finalement, à injecter des pièces plastiques, à les activer et puis à déposer une couche métallique par-dessus, en jouant sur des poutres, et puis en ayant des designs qui étaient des designs assez complexes,
qu'on avait passé du temps à simuler. Et là, il y avait toujours ce challenge, parce qu'à la fin, c'est toujours le même challenge. C'est on arrive assez facilement à faire un démonstrateur, un proto, mais ça, pour moi, c'est pas une innovation. C'est à la limite une invention. Il faut produire. Puis ça devient une innovation quand on sait le produire, qu'il est industrialisé, qu'il est fiable, qu'il est robuste et qu'il donne satisfaction à l'utilisateur final. Et ça, je crois que je l'ai bien compris avec le temps. Et tout ce qu'on a testé n'a pas fini sur l'étagère du client, ça c'est clair. Jean-Marie, il faut que je te pose une question quand même. On a travaillé ensemble pendant de nombreuses années. On a fait plus d'une dizaine de projets ensemble. La plupart sont des projets confidentiels. Mais comment tu as trouvé la relation, ou en tout cas le travail, la collaboration avec FiveCo? Je vais te répondre avec un exemple. Un des projets, probablement un des tout premiers sur lesquels on a collaboré au sein de Fisher et puis avec FiveCo, on vous avait mandaté sur un sujet bien spécifique. Je crois que c'était l'analyse d'un produit. Et puis, vous avez fait le job, parfait, techniquement, ça allait nickel. Et puis, à la fin, il y avait un petit plus. Il y avait une proposition, il y avait une idée. Alors, on ne vous avait pas forcément mandaté pour brainstormer sur comment on pourrait rendre le truc différent ou meilleur, mais vous l'avez fait et vous nous l'avez proposé. Et ça a débouché sur un autre projet, qui était une exploration d'un connecteur un peu différent sur la base de votre proposition. Donc, au final, moi j'ai trouvé ça génial. Parce qu'on donne un mandat et puis on se retrouve avec le résultat du mandat plus une proposition, une idée. Puis ça symbolise assez bien la valeur ajoutée de FiveCo, c'est créativité puis expertise. Et puis on avait les deux là-dedans. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Et mes collègues qui bossaient avec moi à l'époque, je crois qu'ils ont apprécié aussi. Eh ben, un grand merci en tout cas. Écoute, pour clore cette interview, on le fait depuis qu'on a lancé ce podcast sur les acteurs de l'innovation, et je te demande de respecter ce point. C'est un seul mot pour toi qui identifie l'innovation. État d'esprit. Oui, j'aime beaucoup. Je pense que je partage aussi ce point de vue qui est assez juste. Et on peut le constater après les nombreux projets qu'on a gérés. Écoute, un immense merci pour cette interview. C'était très agréable d'échanger avec toi sur l'innovation. En plus, je sais que tu écris souvent des posts sur l'innovation où tu en parles. Et c'est intéressant pour nos lecteurs de comprendre que, en fait, de privé, public, l'innovation est vraiment partout présente. Absolument. Un grand merci. Merci à toi, Antoine.